Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment compléter les travaux et le cahier de laboratoire du laboratoire numéro 6, conservation de l'énergie mécanique, qu'on fait dans le cadre du cours NYK de mécanique. Laboratoire dont on peut retrouver le solutionnaire dans le chapitre 20 de mes notes de cours. Pour bien travailler, je vais vous inviter à avoir devant vous présentement la version papier de ce cahier de laboratoire-là. Et après ça, d'aller sur Internet, sur physique.redirectme.net. On a mentionné que c'était dans le chapitre 20, donc on va aller dans le répertoire du chapitre 20. Et à cet endroit, je vais vous inviter dans un premier temps à télécharger les données expérimentales que vous allez avoir besoin, les résultats expérimentaux. J'ai bien dit télécharger, donc pas d'ouvrir à l'écran comme ça, puis d'essayer de copier ce qui est à l'écran, mais de télécharger. Donc, il faut le mettre à l'écran, mais il faut utiliser le bouton télécharger. C'est déjà un fichier Excel, donc on l'enregistre à l'endroit qu'on veut sur notre ordinateur. Exemple sur le bureau. On ouvre le fichier, au besoin on accepte de travailler avec, et ça c'est les données, mes résultats expérimentaux que vous allez utiliser éventuellement. De retour à Internet, je ferme l'écran que j'avais ouvert pour avoir les résultats expérimentaux, et j'ouvre maintenant la version électronique du solutionnaire que vous allez avoir là, à consulter. Donc, je vous invite dès maintenant là, à arrêter la vidéo, à mettre la main sur votre version papier, télécharger le fichier, ouvrir la version électronique et dans un premier temps, à compléter cette première page-là, à faire les corrections là, conformément à la version électronique. Prendre le temps aussi là, pas juste de copier, mais de lire et de comprendre ce qu'il y a là, de se remettre dedans. C'est un laboratoire qu'on a fait il y a quelques semaines, donc c'est un peu important là, de savoir de quoi qu'on parle. Pendant cet arrêt du vidéo, je vous invite même à lire la deuxième page là, du laboratoire. C'est la procédure, la première procédure qu'on a fait, justement pour se rappeler là, les manipulations qu'on a fait et d'effectuer les corrections sur votre document papier versus la version électronique. Si vous avez suivi mes instructions, vous devriez maintenant être à la fin de la deuxième page de votre cahier de laboratoire. On va sauter quelques pages pour immédiatement aller faire les travaux associés à cette manipulation-là. Je suis donc maintenant à la cinquième page de votre cahier de laboratoire, donc à la feuille des résultats. Pour l'instant, je vous invite à écrire votre nom, écrire avec qui vous l'avez fait, la date à laquelle le laboratoire a été fait, je ne m'en rappelle pas. De retranscrire les deux masses qu'on a utilisées, donc la masse du chariot, le chariot pesait 307 grammes et on avait suspendu 30 grammes. À prendre connaissance du tableau qui est ici, quoique je vais aller vous le remontrer dans quelques secondes, le vrai tableau qu'on va faire, qui va être un petit peu différent que celui-là qui était affiché ici, puis on va aller le faire ensemble de toute façon. Entre autres, on va se rajouter une colonne indice au début et on va identifier nos choses un petit peu différemment. Donc, je vous invite dans un premier temps à arrêter la vidéo et à vous assurer d'avoir l'équivalent dans votre cahier de laboratoire là, des explications qui sont ici, donc les formules que je vais officiellement utiliser. Donc, faites les corrections, ajustements là, nécessaires. Et ici, ce que j'explique, c'est qu'on a une colonne vitesse. La façon qu'on va calculer la vitesse, c'est en calculant la pente alentour d'un point. Donc, rendu ce que vous êtes dans votre cours de mathématiques, vous êtes supposé d'avoir vu que lorsqu'on veut connaître la pente à ce point-là, ben, on peut faire la dérivée, ce qui revient à avoir toujours un delta x le plus petit possible, à s'approcher du point, puis évidemment, éventuellement, la droite en pointillé ici là, devient tangente à notre point. Au niveau stratégie, ce que ça va nous faire justement, c'est qu'exemple, si je veux obtenir la vitesse qui est ici, ben, je vais faire un delta x le plus petit alentour de ce point-là. Donc, je vais prendre le x après moins le x avant, divisé par le delta t le plus petit, donc le t immédiatement après, moins le t immédiatement avant le point. Donc, on va aller faire ça dans Excel. On va l'appliquer la stratégie là, qui est mentionnée en bas ici. Avant d'aller dans Excel, là, je suis allé à la fin du solutionnaire, donc dans la version électronique, là, vous pouvez retrouver aussi cette page-là à la fin du solutionnaire. On montre le tableau qu'on va bâtir avec nos données expérimentales. Donc, prenez note cependant qu'au niveau de la correction, vous allez me livrer votre fichier Excel. Je vais juste regarder que vous avez les chiffres, évidemment les en-tête, parce qu'il faut savoir de quoi qu'on parle dans les différentes colonnes, mais je ne vérifierai pas si vous avez mis du gras et des lignes alentour du tableau comme tel.
On saute dans Excel dans quelques instants, mais prenez juste note, là, si on regarde les colonnes, la deuxième colonne vis-à-vis B puis C, là, on voit le temps, puis on voit la position. Ça, c'est des données qui ont été copiées de Data Studio, ces deux colonnes-là. Je suis dans Excel, donc vous voyez le fichier que j'ai mis, mes données brutes, là, on revoit ces deux colonnes-là. Évidemment, il y a une colonne avant ça qui est l'indice, donc on va commencer par faire une insertion de colonne. Donc j'ai sélectionné la colonne insertion pour pouvoir mettre l'indice qui était ici, puis ça commençait avec l'indice 0, l'indice 1. Un coup, j'en ai deux décrits, puis que c'est une suite logique, je peux prendre la petite poignée d'amour, descendre ça jusqu'en bas, et ça va me donner ma première colonne. Oups, je n'ai oublié 1, donc on rajoute. Donc ça me donne ma première colonne. De retour dans le solutionnaire, on voit, là, j'ai bâti la première colonne. On voit qu'en termes de lignes, mes chiffres comme tels commencent à la ligne 8, là, parce que j'ai plein de choses. Donc, si on va pouvoir suivre ça de façon cohérente, on va faire la même chose dans Excel. J'ai basculé dans Excel, puis on va s'insérer des lignes au tout début. J'en ai sélectionné deux. Je fais insertion, il va m'insérer des lignes. Fait qu'on voit que mes données sont rendues à la ligne 5. Il me manque encore 3 lignes pour qu'ils soient à la ligne 8. Donc, j'en sélectionne 3. Je fais insertion. Mes chiffres commencent à la ligne 8, là, tel qu'on voyait dans le solutionnaire. Donc maintenant, je retourne au solutionnaire et je vais faire l'entête de mon tableau, là, donc les 7 premières lignes jusqu'aux colonnes H. Je vais préparer mon tableau en recopiant ce qui est ici. Dans un premier temps, j'ai tout simplement là, écrit du texte. Maintenant, on va faire de la mise en page. Si on regarde dans le solutionnaire, là, ça semble être l'entête du tableau. Donc, je peux tout enligner comme ça. Puis, je peux prendre celui-là pour que ça soit centré. Après ça, il y avait ces trois-là qui semblaient... Oups, pas comme ça, qui semblaient regroupés. Ça semblait regroupé aussi. Donc là, j'essaie de faire comme c'est dans le solutionnaire. Dans le fond, c'est du regroupement. Là, c'est pas encore du mise en format comme tel, c'est juste pour bien lire là, nos différentes choses. La masse suspendue était centrée sur deux colonnes. Oups, j'ai fait une erreur. On revient en arrière dans ce temps-là. C'est le 3 que je vais centrer sur deux colonnes. Le 307 centré sur trois colonnes. Fait que ça, c'est la masse de mon chariot. Ma masse suspendue, c'était 0.3. Puis le G, on va centrer le 9.8. Le G valait 9.8. Un minimum, au moins, pour bien lire nos affaires, c'est d'exemple, mettre le C ici en indice. Donc, je vais dans le format ici. Je peux lui dire que c'est en indice. Puis je fais la même chose pour le MS, puis le O carré ici. Sauf que le O carré, évidemment, c'est un exposant que je lui mets. Maintenant, toujours pour que ce soit plus facile à lire, c'est pas nécessairement encore vraiment de la mise en page officielle pour faire imprimer, mais j'ai sélectionné toutes mes colonnes puis j'ai fait centrer. Évidemment, j'ai des colonnes qui s'écrivent un peu trop large. Je peux jouer avec la largeur, mais si ça devient trop large, ben, ça risque de sortir de l'écran. Si ça ne sort pas, je peux bien... comme ça, on voit tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je faisais sélectionner toutes les colonnes, puis je travaillais sur une largeur de colonne, mais ça met toutes les colonnes à la même largeur quand on fait ça. Donc, c'est plus facile à lire, on dirait. Donc, quand on regarde le solutionnaire, on est assez comparable. Il nous reste à remplir nos colonnes de chiffres qui vont être des calculs. Si je commence par la colonne vitesse, on voit que dans la première case, il n'y a rien d'écrit. Ben, moi, j'ai mis un signe moins, mais on aurait pu le laisser vide aussi, parce que la stratégie que je prends pour calculer la vitesse ne me permet pas de calculer une vitesse pour l'indice 0, si on veut. Donc, on va programmer une formule ici. La stratégie qu'on avait prise, c'était delta x sur delta t, avec le plus petit delta x divisé par le plus petit delta t équivalent. Donc, c'est une formule, je tape égal. Mon delta x, alentour de ce point-là, c'est de prendre le x après le plus proche, moins le x avant le plus proche. Ça, c'est mon delta x que je vais devoir diviser. Mais évidemment, c'est tout ça, c'est tout ce numérateur-là. Si je fais rien d'autre, ça va être C8 qui va être divisé par quelque chose, alors que je voudrais que ce soit delta x. Donc, le delta x, c'est ça au complet. Je le mets en parenthèse. Maintenant, c'est tout ça qui va être divisé par le delta t. Je prends ma souris, je viens cliquer sur le t tout de suite après, moins le t tout de suite avant. Même principe, je devrais mettre des parenthèses au début et à la fin. Donc, j'ai programmé un delta x sur delta t. Enter. Je vérifie si j'ai le même chiffre que dans le solutionnaire. C'est le cas. Je copie ma formule vers le bas. La dernière ligne, je ne peux pas faire de calcul avec, donc jusqu'à l'avant-dernière ligne. Et je vérifie que j'ai les mêmes chiffres que dans le solutionnaire. C'est le cas, ben, cette colonne-là est réussie. Évidemment, je pourrais jouer avec le nombre de chiffres que je fais afficher, etc. Mais ça, c'est de la mise en forme, c'est du secrétariat. Prochaine colonne, c'est l'énergie cinétique, pas de valeur pour le premier point.
Deuxième colonne, la stratégie, c'est que l'énergie cinétique que possèdent nos objets, ce sont toutes les masses qui sont en mouvement. Donc, le chariot se déplaçait, puis la masse suspendue se déplaçait. Une demi, ces masses-là, fois la vitesse. La vitesse, on vient de la calculer. Donc, j'essaie de faire l'équivalent de cette formule-là. Une demi, je peux écrire 0,5 multiplié par la masse de tous les objets qui étaient en mouvement. Mais les deux masses étaient en mouvement, donc le 307 grammes puis le 30 grammes. Je vais vouloir les additionner. Je pourrais écrire 307, ben, 0.307 plus 0.03, mais si jamais je veux réutiliser mon tableau avec deux autres valeurs de masse, ben, ce serait plus le fun que ça soit un paramètre. Fait que quand j'écris comme ça l'adresse puis que j'ai mis mon chiffre ici, je vais vous montrer une seconde ce que ça implique, plus la deuxième masse, donc je clique sur la deuxième masse pour qu'il me sélectionne l'adresse. Donc ça, c'est mon 1/2 fois m, fois v au carré. La vitesse qu'avait l'objet à ce moment-là est ici. Il faudrait que je la mette au carré. Je pourrais faire fois d9 une deuxième fois. Je ne sais pas comment faire à l'examen. Je peux faire ça. J'ai fait v au carré. Ou encore, je trouve un moyen de mettre un chapeau à la 2. Ça, c'est mettre au carré. Enter. Je vérifie que j'ai le même chiffre que dans le solutionnaire. Je copie jusqu'à la fin avec la petite poignée d'amour. Je vérifie que j'ai les mêmes chiffres que dans le solutionnaire, et ce n'est pas du tout le cas, donc je semble avoir fait une erreur. De toute façon, quand je fais une formule, je vais toujours cliquer habituellement sur la dernière case pour voir comment que ma formule s'est copiée. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour vitesse, mais si je clique dessus avec le code des couleurs, on peut voir comment que la vitesse avait été calculée. Et maintenant, l'énergie cinétique, je peux voir comment elle est calculée. 1/2. Puis là, il a additionné la case bleue plus la case verte pour les masses. Oups, c'est ça qui est en erreur. Fois la case à côté qui est la vitesse au carré, ça c'est bon. Mais les masses, il n'a pas pris bonne chose. Évidemment, l'adresse se décale lorsqu'on copie vers le bas. D'ailleurs, on voyait déjà dès la deuxième case que j'étais en erreur, puisque la deuxième case, c'est même pas des chiffres qu'il y a pour la masse. Il aurait fallu que ça reste toujours cette case-là, puis toujours cette case-là. Mais quand je veux ça, il aurait fallu que je dise que A5 là, ne changera pas quand je vais décaler vers le bas. Vous pouvez écrire des signes de dollars devant le A, devant le 5, mais on peut aussi appuyer, quand c'est sélectionné comme ça, appuyer sur F4. Et il va mettre directement les signes de dollars, il va bloquer cette case-là. Je fais la même chose pour D5, parce que le 30 grammes ne changera jamais. Donc, je sélectionne juste le D5, je fais F4, Enter. Ça n'a pas changé mon chiffre, évidemment, mais là, quand je vais copier vers le bas, puis que je vais vérifier avec le solutionnaire, je m'aperçois que j'obtiens les mêmes chiffres jusqu'à la fin. Puis je vais quand même aller cliquer sur le dernier pour voir comment il est calculé. 1/2. La case bleue et verte, il faut que je remonte en haut pour les voir. Divisé fois la vitesse qui est tout simplement à côté. Vous voyez, je viens de dire qu'il faut que je remonte en haut pour aller voir les cases. C'est un peu tannant, ça, des fois, de ne pas voir la partie d'en haut du tableau. Petit truc, vous pouvez sélectionner l'endroit où le tableau commence, puis dire, à partir d'en haut de ce que j'ai mis en surlignage, je voudrais que ça reste toujours à l'écran. Il existe dans le menu affichage un outil qui s'appelle figer les volets. Puis je peux faire figer les volets. Puis ça rajoute une ligne dans l'écran. Puis regardez, quand je descends maintenant, même si je m'en vais en bas complètement, ça reste. Si je clique ici, vous voyez, là, maintenant, je vois les cases. Fait que la partie d'en haut reste toujours affichée à l'écran. Maintenant, la colonne hauteur, donc pas de chiffre dans la première. Et dans la deuxième ligne, là, je voudrais l'auteur de la masse suspendue. Évidemment, la poulie futée, elle a calculé que la corde avançait, puis elle nous donne des avancées. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça me donne la hauteur de la masse suspendue. Bien, à la fin de l'expérience, on considère que la masse suspendue est rendue à son point le plus bas. Donc, au lieu d'avoir des X qui avancent comme ça, en termes de hauteur, je dirais que mon dernier point, si c'est vrai, c'était pas de données ici, pas de données ici, pas de données ici, je dirais que le dernier point que j'ai corresponde à une hauteur 0. Bien, vous avez vu, on augmente toujours de 0.15 en X, hein? 0.15, 0.30, 0.45, 0.015, que je devrais dire. Bien, si je fais l'inverse, ici, ça devrait être la hauteur 0.015. Puis là, je serais rendu à 0.03, etc. Je pourrais mettre une formule, mais on voit que ça augmentait toujours de 0.15. Mais là, je pars en sens inverse, si on veut. Je prends les deux premiers, qui semblent avoir une séquence, puis je monte la hauteur jusqu'en haut. Ben, j'ai inversé, l'objet est à son plus haut point, puis il descend tranquillement vers un 0. Je vérifie que j'ai les mêmes chiffres que dans le solutionnaire et je suis prêt à faire la prochaine colonne, l'énergie potentielle gravitationnelle, le UG. Donc ça, c'est mg fois la hauteur. C'est les masses, évidemment, qui ont changé de hauteur. Le chariot n'a pas changé de hauteur, donc il n'y a pas d'influence sur l'énergie potentielle. Il y a la même énergie potentielle à la fin et au début.
Donc, on n'en tenait pas compte dans l'expérience. La masse suspendue a changé d'auteur. Donc, je vais programmer ma formule de physique qui permet de calculer le UGH, le UG. Donc, c'est la masse. La masse qui a changé de hauteur, c'est celle-ci. Fois le G. Le G, je l'ai mis comme paramètre. Fois la hauteur. La hauteur, on vient de la calculer à côté. Donc, même chiffre que dans le solutionnaire, j'espère. Je copie jusqu'en bas. Dernière chose, c'est un moins. Évidemment, à la fin, j'ai plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Je vérifie que ma formule a bien travaillé. Et ce n'est pas le cas parce que je n'avais pas bloqué les cases d'en haut. Donc, je reviens en haut dans ma première. Puis je dis, ben, la masse suspendue ne change pas. Donc, D5, je fais F4 pour la bloquer. Évidemment, le 9.8 ne doit pas changer. Donc, la case verte, je la mets en F4 aussi avec des signes de $. Je recopie. J'ai encore un 0 à la fin, mais cette fois-ci, quand je compare avec le solutionnaire, j'ai les mêmes valeurs du début à la fin. Question, pourquoi j'ai mis les paramètres en haut dans des cases séparées, ce qui permet rapidement de réutiliser le tableau. J'aurai le même tableau, je refais l'expérience sur la Lune, qui est 6 fois plus petite en termes d'accélération. Donc, vite comme ça, l'accélération, ça serait 2. Je rentre un 2 ici, puis le tableau se recalculerait automatiquement. Donc, c'est le fun. Je n'ai pas besoin d'aller changer ma formule. J'ai juste besoin de changer mes paramètres. J'avais fait une erreur. J'avais mal pesé le chariot. Il ne pèse pas 307, il pèse 400. Bien, tout va se recalculer automatiquement. Il nous reste l'énergie mécanique totale, à voir si ça va être conservé. Il n'est pas supposé se perdre beaucoup d'énergie dans ce montage-là, donc l'énergie totale devrait être constante. Bien, l'énergie totale, c'est quoi? C'est mon énergie cinétique plus mon énergie UG. Oups, une case de trop. On rapetisse. Donc, E9 plus G9. Et cette addition-là, je pourrais la refaire à chaque instant, puis il faudrait que ça demeure relativement constant. Je vérifie que j'ai la même valeur que dans le solutionnaire. Après ça, je la copie vers le bas. Bon réflexe, je vais voir comment c'est calculé ma dernière ligne. Je vérifie que c'est la même valeur que dans le solutionnaire. Je n'avais rien pour la dernière ligne. Et ça s'est relativement conservé pour 50 points. Je suis passé de 0.22 au début à 0.19 à la fin. Ça diminue. C'est impossible d'avoir un montage qui n'a aucune perte, mais ça ne diminue pas tant que ça. La prochaine instruction qu'on nous donne dans le laboratoire, c'est de faire un graphique qui montre l'évolution de nos différentes énergies. Donc en X, on ne mettra pas le temps officiellement, mais on va juste mettre un temps en termes séquentiels. Donc c'était le premier temps, le deuxième temps, etc. Donc ça va être mon axe des X que je sélectionne jusqu'au point 50. On va mettre en Y nos différentes formes d'énergie. Donc, je sélectionne sélection multiple. J'ai appuyé, avant de commencer à cliquer, j'avais appuyé sur le contrôle. Puis je sélectionne maintenant l'énergie cinétique jusqu'à la fin. Je tiens toujours mon bouton contrôle du clavier. Excusez. Je vais maintenant prendre l'énergie. Donc, même chose jusqu'à la fin. Je laisse tomber les premiers points, derniers points là, qui ne m'apportaient pas grand-chose, qui n'y a pas de valeur de toute façon. Je fais la même chose pour l'énergie mécanique et je vais lui demander d'insérer un nuage. Peut-être juste une ligne cette fois-ci. Ce n'est pas vraiment des graphiques de f de x, d'une fonction y en fonction de x. Puis donné qu'il y a 50 points, quand on met des points, ben, ça fait des points tous un par-dessus l'autre. Donc, je vais peut-être juste lui demander de me tracer une ligne pour ces différentes séries-là. Donc, ça me donne un graphique que je vais déplacer sur une page unique, les mêmes standards. Donc, je ne veux pas la regarder à l'écran ici, je veux qu'elle soit toute seule dans un onglet. Il y a une façon de faire ça qu'on a enseigné au début de l'année, puis à plusieurs fois au cours de l'année. Et je vais faire la mise en page de ce graphique-là correctement pour que ce soit conforme à ce que vous voyez dans le solutionnaire. Donc, si vous en allez sur la fin du solutionnaire, on voit apparaître le même graphique, mais là que j'ai mis un titre officiel qui montrait mon expérience, que j'ai mis, qu'est-ce que j'avais mis sur l'axe des Y, le temps, mais qui n'est pas en termes de secondes, qui est plus en termes séquentiels jusqu'au 50e point, puis une légende pour dire quoi et quoi. Et c'est une expérience relativement bien réussie. L'énergie potentielle gravitationnelle diminue de façon linéaire, c'est l'équivalent du MGH.
l'énergie cinétique augmente au fur et à mesure que l'eau diminue. Quand j'additionne ces deux-là, le bleu plus le vert, ça me donne à peu près une constante, mais j'ai une petite perte d'énergie liée à ce qu'on n'est pas capable d'éliminer à 100% tout frottement dans notre montage. Je n'ai pas besoin de faire insérer de courbes de tendance. Ce n'est pas vraiment des courbes de tendance que j'aurais besoin ici. Je ne ferai pas d'interprétation supplémentaire à ça non plus, exceptionnellement. Donc, je n'ai pas besoin de le faire imprimer et d'ajouter quelque chose à la mitaine, pas à la mitaine, mais à la main. Je suis prêt à compléter le cahier de laboratoire, puis je pense que je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires là, pour répondre aux questions de cette partie-là de l'expérience. On est maintenant prêt à passer à la deuxième partie du laboratoire, la partie 2, qui s'intitule « Conservation de l'énergie d'un couple mobile avec un ressort ». Donc, on va faire la conservation de l'énergie, mais dans un système où il y a un ressort. Quand on veut calculer l'énergie, puis que dans un système il y a un ressort, on va calculer l'énergie du ressort, ben faut connaître la constante de rappel de ce ressort-là. Donc, dans un premier temps, je vous invite à reprendre connaissance de la manipulation que vous avez faite en laboratoire et ensuite de passer à la page 6 là, pour aller voir les calculs qu'il y a à faire. Donc, je passe à la page 6 de votre cahier de laboratoire. Dans la deuxième partie de cette page-là, on a la procédure 2. Donc, ça, c'est les mesures, c'est mes mesures à moi. Vous aviez fait des mesures équivalentes en laboratoire, donc on mettait une masse suspendue qui étirait le ressort, puis on mesurait un coin du ressort à quel endroit qu'il arrivait sur une règle graduée. Au niveau stratégique, je vous rappelle que ce qu'on va faire, c'est que pour transformer notre ressort en ressort idéal, parce que ce n'est pas un ressort idéal qu'on utilise, il faut pouvoir, un ressort idéal, il faut pouvoir l'étirer et le comprimer, ce qui n'était pas le cas de nos ressorts. Donc, il faut le pré-étirer une première fois, si on veut. Fait que la première fois qu'on l'a étiré avec 20 grammes, on va considérer qu'on ne l'a pas étiré. On va dire que c'est un étirement de 0. Ça devient comme notre 0 de référence, le premier étirement qu'on a fait. Et après ça, on va calculer nos étirements, mais évidemment... par exemple, ici, ce qui est montré, c'est le troisième étirement. Ben, c'est cette valeur-là moins ce qu'on avait au départ, qui correspond à l'étirement 3. Donc, on va faire ces calculs-là dans Excel, comme vous allez voir dans un instant. Donc, dans le fichier des résultats, le deuxième onglet, vous avez les résultats expérimentaux pour la procédure 2.1. Première chose qu'on va calculer dans la prochaine colonne, c'est l'étirement du ressort. On donne un titre à notre colonne pour pouvoir se retrouver. Évidemment, c'est un étirement en mètres. Comme mentionné tout à l'heure, le premier étirement va être égal à 0. Et le deuxième étirement, ben, ça va être cet étirement-là, ou cette position-là, moins la position que j'avais la première fois que je l'ai étiré. Évidemment, cette valeur-là, excusez, on recommence. Celle-ci moins celle-ci. Et cette deuxième valeur-là, je vais la mettre en signe de dollar pour que quand je copie ma formule, quand je copie correctement ma formule, si je vais voir la dernière, ben, c'est toujours la position moins la position que j'avais au départ. Donc ça, c'est mes valeurs d'étirement. Prochaine colonne, on va calculer la force de rappel du ressort pour pouvoir tracer un graphique de force du rappel en fonction de l'étirement. Évidemment, vous pouvez aller voir dans le cahier de laboratoire, mais j'ai expliqué comment ça se fait que la force de rappel du ressort, je vous mets une petite remarque ici, va être égale à la force gravitationnelle qui a étiré ce ressort-là. Donc, il faut faire une petite équation de dynamique, une petite analyse de dynamique du système pour s'apercevoir que FR est égal à FG. C'est fait dans le cahier de laboratoire, donc vous avez possiblement des choses à remplir et à corriger par rapport à ce développement-là, justement, à voir dans le cahier de laboratoire. Je vous rappelle que la première fois, on considère qu'il n'est pas étiré, donc c'est sûr que je devrais avoir un 0 de force de rappel à ce moment-là. Et à la deuxième case, je l'ai étiré avec 40 grammes, mais j'ai fait comme si que le 20 grammes, il n'y avait pas d'étirement. Fait que dans les faits, c'est plutôt, ici, quand je vais calculer mon MG, je devrais faire 40 moins 20, faire comme si je l'aurais étiré juste avec 20 grammes de plus par rapport à ce que j'avais au départ. Sous forme d'une formule, je vais taper mon égal, je vais, avant de multiplier par G, je vais enlever toujours le 20 grammes de départ. Je fais F4 pour le mettre en signe de dollar. Et ça, je peux le multiplier par 9.8. C'est vrai, dans Excel, c'est 9,8. Et je peux le copier. Allez voir comment va se calculer ma dernière formule. Quand j'essaie ma dernière formule, ben, on voit que j'ai toujours pris la masse que j'avais mis, mais moins la masse initiale qui créait le point 0, multiplié par 9.8. Pour connaître la constante de rappel du ressort, ben, il faut réaliser que si je trace ce graphique-là de force de rappel en fonction de E, insertion, nuage, nuage de points,
que je demande de me fournir la courbe de tendance. Évidemment, je regarde mes points, ils ont l'air d'être en ligne droite. La physique me dit que c'est supposé d'être représenté, FR est égal à KE, donc c'est l'équation typique d'une droite. On va ajouter donc une courbe de tendance linéaire. Évidemment, j'ai le point 0, 0, donc je vais faire afficher l'équation, mais également forcer le calcul de la courbe de tendance à passer par le point 0, 0. Donc, y est égal à mx plus b. Quand on fait ça, ça devient y est égal à mx parce que b va être calculé égal à 0. Donc, si je fais fermer, il m'a calculé, il m'a affiché la courbe de tendance ici. Évidemment, en y, c'est FR. En x, c'est E. Ça revient à l'équation la loi de Hooke, FR est égal à K fois E, donc la valeur de la pente ici, c'est le K de mon ressort. Évidemment, là, vous devez finir ce graphique-là en mettant un titre, les axes, effacer la légende, on ne laisse pas la légende là quand il y a une seule donnée, on met ça sur une page seule, etc. Vous êtes capable de compléter ce graphique-là. Au niveau du cahier de laboratoire, là, ça c'est beaucoup de texte à écrire, c'est pas mon genre de faire écrire tant de texte aux étudiants, je vous permets de le sauter, mais j'aimerais ça que vous alliez voir le solutionnaire dans les dernières pages. Là, il explique comment se fait qu'on peut dire que FR est égal à FG, puis calculer FG de cette façon-là. Donc la dynamique a été faite dans les dernières pages du solutionnaire. Et maintenant, on est prêt à faire la dernière procédure, la procédure 2.2, où on va vraiment faire la conservation d'énergie pour un système avec ressort. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo, reprendre connaissance là, de la manipulation, faire les corrections nécessaires. Un coup qu'on a révisé la procédure, ça se poursuit en termes de calcul à la 7e page de votre cahier de laboratoire. On voit qu'on va avoir un tableau similaire à faire qu'à la première procédure, sauf qu'il y a une colonne de plus qui est l'énergie potentielle élastique. Donc, avant de commencer à faire le tableau, là, je vous invite à prendre en note là, les différences qu'il y a ici. Et maintenant, on va aller travailler dans Excel. Juste avant d'aller dans Excel, je vous rappelle qu'à la fin du solutionnaire, toujours à la suite, là, on peut retrouver le graphique que vous devriez obtenir pour la force de rappel du ressort, avec une interprétation d'ajouter. Donc, soit vous faites imprimer, vous ajoutez l'interprétation manuellement avec un crayon, soit vous êtes capable de l'écrire dans Excel avec un label de texte, un libellé de texte. Toujours à la suite, vous avez le tableau que vous devez maintenant faire pour la deuxième partie avec ressort. Donc, pour pouvoir valider si nos valeurs arrivent bien, vous partez avec les mêmes chiffres que moi, donc on est supposé d'arriver au même tableau. On voit qu'il est assez similaire, mais il y a la constante de rappel qui s'ajoute par rapport à tout à l'heure. Fait que dans le fichier des résultats, le troisième onglet nous donne les résultats pour la procédure 2.2. Comme on a vu, le tableau est tellement similaire que moi, ce que je vous recommande, ce qui est le plus rapide, c'est d'utiliser en grande partie le tableau qu'on a fait dans la première procédure. Donc, je suis allé dans le tableau que j'avais fait tout à l'heure. Je l'ai tout sélectionné, donc je fais un copier. Je reviens dans l'onglet de la troisième procédure et je fais un coller à cet endroit-là. Évidemment, on disait tout à l'heure qu'il allait avoir une colonne de plus. Quand on regarde là, le solutionnaire, qu'est-ce qu'on doit obtenir? Il y a une colonne de plus avant l'énergie mécanique ici. Donc, je peux sélectionner l'énergie mécanique, faire insertion. Ça me donne l'espace pour mettre l'énergie potentielle élastique. On s'aperçoit aussi que on doit ajouter la constante de rappel du ressort. Donc, je vais dégrouper ces cases-là, qui étaient groupées tout à l'heure, pour les grouper cette fois-là par coup de 2, pour laisser de la place pour mettre la constante de ressort. Bon, c'est mal groupé. Je peux même copier ça, CTRL-C, CTRL-V, et là, écrire qu'ici, ça va être ma constante de rappel du ressort, avec ses unités et sa valeur de 3,0809. Évidemment, ça, c'est mes données pour la première procédure. C'est des données ici que je voudrais avoir, donc je les sélectionne, CTRL-C ou copier, et je vais les coller ici à la place. Donc, j'ai mis dans le tableau maintenant mes données pour la deuxième procédure, mais il n'y en a pas autant que tout à l'heure, donc à partir d'ici, je pourrais effacer toutes les autres lignes. Supprimer. Donc, je vais peut-être avoir des ajustements à faire, mais au moins, ça se bâtit plus rapidement, je trouve. Je peux effacer toutes les lignes que j'avais au départ. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui est mal programmé dedans.
Donc, la vitesse se calcule encore très bien, delta x divisé par delta t, même stratégie que tout à l'heure. L'énergie cinétique, elle a une erreur dedans, donc on va le corriger. C'est 1/2 fois la masse. C'est les additions de masse qui sont mal faites, donc je peux sélectionner ce qui s'est mal fait et dire ben, c'est cette masse-là plus cette masse-ci, j'ai un point de trop, le D5, je peux le mettre bloqué, le A5, je peux le mettre bloqué, fois D9 fois la vitesse au carré. Donc la formule est déjà faite, je peux vérifier, je peux la copier, vérifier également si les chiffres sont bons avec le solutionnaire. Si on compare la colonne de vitesse qu'on vient de faire avec tout à l'heure avec le solutionnaire, mais on s'aperçoit qu'on n'obtient pas les bons chiffres, donc on a une erreur à quelque part et il faut la localiser. Je sais où ce qu'elle est. Je vais commencer par enlever les valeurs sur la dernière ligne. Si je clique dessus, 1/2, A5 plus D5, ça a l'air être bon ici, fois la vitesse à côté au carré, ça semble être bon. Le problème, c'est par rapport au protocole, là j'ai copié le tableau de la première procédure, mais dans la deuxième procédure, le protocole demandait, parce que 30 grammes, c'est pas suffisant pour étirer le ressort, demandait de mettre 100 grammes. Donc, c'est la beauté d'utiliser des paramètres comme ça. Je rentre le 100, puis les valeurs changent. Mais ça ne sera pas encore les valeurs que vous avez dans le solutionnaire, parce que quand je l'ai fait, ça fait déjà quelques sessions de ça, j'avais peut-être un ressort différent, puis 100 grammes, ça l'étirait trop. Je pense que ça allait toucher à terre, donc je l'avais fait avec un 80 grammes. Donc là, on devrait retomber sur les valeurs qu'on a dans le solutionnaire. La hauteur, on voit qu'elle s'est mal calculée également. On se rappelle que la hauteur, tout ce qu'on faisait, c'est que pas de chiffre à la fin. On partait de 0. Quand on était rendu en bas complètement, on disait que c'était 0. Puis qu'ici, c'était notre 0,15 plus grand. Puis on l'inversait tout simplement. Oups, il faut que je prenne la petite poignée d'amour. On la monte jusqu'en haut. Donc, on voit que si on inversait tout simplement, on disait que le dernier point que j'avais, c'était mon plus bas point, puis là, ça augmente de 0,15 à chaque fois. L'énergie potentielle, ben, c'était M fois G fois H. Évidemment, celui-là qui variait en énergie potentielle, c'était juste la masse suspendue. Donc, le M ici, que je bloque en F4, je ne veux pas qu'il varie, fois le G est ici, donc lui ici, on le réajuste en F4, fois la hauteur à côté, elle est correcte, c'est fois le F9. Entrée, je copie ça jusqu'en bas. Je ne mets pas de valeur à la fin, j'arrive à 0,18, on vérifie que le solutionnaire 0.0118, on vérifie que c'est les bonnes valeurs avec le solutionnaire. Et maintenant, il nous reste la nouvelle colonne, énergie du ressort. Donc, toujours pas de valeur sur la première ligne. Et là, il faut se rappeler ou aller voir la formule. L'énergie d'un ressort, c'est 1/2 kx carré, donc le 1/2, 0,5, fois le k. Le k est ici, ça va être le même k pour toutes les cellules. Donc, je le bloque. Multiplié par l'étirement au carré. L'étirement correspond au déplacement mesuré par la poulie futée. Donc, fois l'étirement que je peux associer au x qui est ici, au carré, Enter, je copie ça vers le bas, pas de valeur à la fin, je vérifie que c'est correct avec le solutionnaire, ce qui est le cas, et j'ajuste ma dernière colonne, énergie mécanique, donc présentement elle se calculait en additionnant cinétique plus potentiel, mais il faudrait également lui ajouter la partie potentiel élastique, et je recopie cette formule-là vers le bas. On commençait avec 0.3712 et on finissait avec 0.3606, donc ça n'a pas diminué tant que ça. C'est conforme aux valeurs sur le solutionnaire. Donc mon tableau des données est complété. Il me reste à faire un graphique qui montre ces différentes énergies-là. Donc un peu comme tout à l'heure, à partir de l'indice 1, ça va être mes temps sous forme tout simplement séquentielle sur l'axe des X jusqu'au 31e point. Je vais tracer toutes mes formes d'énergie en fonction de ce X-là. Donc, j'appuie sur la touche CTRL pour faire des sélections multiples. Donc, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie élastique, ainsi que l'énergie totale. Je demande d'insérer
un graphique. Je ne mettrai pas nuage de points, quoique là, il y a moins de points que tout à l'heure. Je vais quand même faire les lignes. Et on obtient un graphique. On identifie nos choses correctement. Il faut aussi les démêler. Donc, le premier, c'était la vitesse. Donc, la vitesse a augmenté puis diminué. Ben, ce n'est pas la vitesse, c'est l'énergie associée à la vitesse. Donc, l'énergie associée à la vitesse a augmenté puis diminué parce que le ressort ralentissait. Évidemment, la masse suspendue, la série 2, quand on va l'avoir identifiée comme il faut, c'est l'énergie potentielle qui, elle, a toujours diminué. La 3, c'est l'énergie du ressort. Le ressort, on est allé jusqu'à l'étirer le plus loin qu'on pouvait, donc elle a toujours augmenté. Et une bonne conservation de l'énergie, quoiqu'il y ait une légère diminution entre le début et la fin. Encore une fois, là, à la fin du solutionnaire, là, vous pouvez retrouver ce graphique-là et vous assurer là, que le vôtre est conforme à ce graphique-ci. De retour à la dernière page qui est laboratoire papier que vous avez en main, mais ça complète l'étape de faire le tableau puis de tracer les courbes. On complète les questions, surtout j'espère on les comprend. Conservation de l'énergie, il y en a dans le dernier examen, c'est de la rotation, mais c'est les mêmes concepts qui pourraient apparaître au dernier examen. Et dans le solutionnaire, à la 8e page, vous avez la dynamique faite pour ce système-là, là, pour prouver que la force de rappel du ressort est égale à la force de tension de la corde est égale à Fg à l'autre extrémité. Donc, je vous demande aussi, là, ça nous pratique à faire de la dynamique, à travailler quelque chose d'équivalent sur une des pages blanches que vous avez à la fin de votre cahier de laboratoire.